Après le crash du stablecoin UST, c'est essentiel de bien comprendre dans quel stablecoin est-ce qu'on peut avoir confiance pour protéger son capital. Dans cette vidéo, je vais analyser les stablecoins qu'on utilise tous, USDT, USDC, BUSD et DAI, pour qu'on comprenne bien les risques auxquels on s'expose et qu'on puisse choisir le meilleur stablecoin. Bienvenue sur CoinStation, je m'appelle Léo et je ne suis pas conseiller financier. Donc cette vidéo c'est à but purement éducatif et c'est mon avis personnel. Un stablecoin, c'est un token dont le prix est fixé à une monnaie fiduciaire, donc dite monnaie fiat. La plupart des stablecoins sont fixés au dollar, ça veut dire qu'un stablecoin égale 1 dollar. Les stablecoins, c'est un vrai pont entre la finance traditionnelle et les cryptos. On va voir 5 utilités des stablecoins. Le premier, c'est qu'il diminue la volatilité de ton portefeuille. La deuxième, ça te permet d'avoir une réserve pour buy the dip, donc acheter à la baisse. Et ça, c'est très important car si tu as un portefeuille 100% crypto, tu vas pas pouvoir saisir des opportunités. Le troisième point, c'est que c'est bien plus rapide d'acheter des crypto-monnaies quand tu as déjà des stablecoins car voilà, c'est déjà sur la blockchain. Et c'est bien plus rapide que quand tu dois faire un virement sur Kraken ou sur Binance depuis ton compte bancaire et que ça met 3 à 5 jours ouvrés. Quatrième point, c'est que tu peux facilement avoir un yield d'à peu près 10% sur les stablecoins les plus connus et c'est bien mieux qu'avoir 0,5% sur ton livret A. Et la dernière utilité, c'est que dans certains pays, le fait de changer tes cryptos en stablecoin, c'est pas taxé. Pour bien comprendre l'utilité des stablecoins dans un portefeuille, on va prendre un exemple concret avec deux portefeuilles différents. L'un avec des stablecoins, donc 7000 $ de Bitcoin et 3000 $ de stablecoin, et un deuxième portefeuille avec juste 10 000 $ de Bitcoin. Donc s'il y a un crash crypto, donc on va dire que Bitcoin perd 50% de sa valeur. Le premier portefeuille a 3500 $ de Bitcoin et 3000 $ de stablecoin, donc 6500 $ en tout. Et le deuxième portefeuille, qui était full Bitcoin, n'a plus que 5000 $ de Bitcoin. Donc déjà, on voit qu'on a moins de volatilité quand on a des crashs. Et on va également pouvoir buy the dip. Donc les 3000 $ qu'on avait de stablecoin dans le portefeuille A, on va acheter des bitcoins avec, donc on a 6500 $ de bitcoin. Et ensuite, mettons qu'on ait un crypto pump, donc que le bitcoin fasse x2. Avec le portefeuille où on a pu buy the dip, on a maintenant 13 000 $ de bitcoin. Et avec le portefeuille B où voilà, on n'avait rien fait, on a toujours 10 000 $ de Bitcoin. De 1, ça nous permet d'avoir des portefeuilles avec moins de volatilité. Et de 2, ça nous permet de saisir des opportunités et de buy the dip au moment où les crypto-monnaies sont dans un bear market ou dans une chute. Maintenant, on va voir les 6 choses à étudier quand on veut évaluer un stablecoin. La première, c'est de connaître le degré de centralisation de chaque stablecoin, car plus un stablecoin est centralisé, plus ça comporte des risques. Le deuxième, c'est de bien comprendre comment est collatéralisé ce stablecoin. Car voilà, il faut comprendre le pourcentage de collatéral, si c'est surcollatéralisé ou sous-collatéralisé, et finalement de quoi est composé ce collatéral. Troisième point, c'est de bien comprendre la transparence de chaque stablecoin. Car pour les stablecoins qui sont collatéralisés avec des actifs qui ne sont pas sur la blockchain, je pense par exemple à USDT qui est collatéralisé avec, on va dire, des dollars, plein d'autres choses, mais des dollars. Voilà, est-ce que ces dollars sont vraiment vrais? Ils sont dans une banque, mais vu qu'on ne peut pas voir la trace de ces dollars sur la blockchain, voilà, il faut quand même bien voir que ce soit assez transparent pour qu'on puisse vérifier tout ça. Le quatrième point, c'est l'historique de stabilité. Là, c'est très facile, on peut aller voir sur CoinMarketCap. Il faut voir le prix tout simplement d'un stablecoin. Est-ce qu'il a tenu son peg au dollar? Est-ce qu'il était toujours à 1 dollar? Ou est-ce que parfois il est descendu en dessous d'1 dollar? Si c'est juste de 1 centime, bon, c'est pas un drame. Mais si c'est 10 centimes, voilà, ça peut vouloir dire que le modèle économique de ce stablecoin n'est pas tenable. Le cinquième point, c'est la liquidité. Est-ce qu'il y a beaucoup de capitalisation ou pas? Parce que c'est voilà, il faut quand même que ce soit échangeable très facilement. Le sixième point, c'est les opportunités de rendement. C'est bien d'avoir du yield sur ces stablecoins, mais il faut faire attention, s'il y a du yield à 15, 16, 20 ou plus de 20%, voilà, les stablecoins, c'est juste pour protéger son capital, c'est pas pour devenir riche. Donc il faut faire très attention, dès qu'on dépasse 10, 12% de yield, voilà, il faut bien regarder et moi je conseille plutôt de rester autour des 10% pour pas avoir de mauvaises surprises. Maintenant, on va voir les 3 types de stablecoins et je vais donner des exemples concrets à chaque fois.
Donc le premier type, c'est les stablecoins qui sont collatéralisés avec de la monnaie fiduciaire. On dit monnaie fiat, donc des dollars. Le tout premier stablecoin dont je vais parler, c'est Tether, USDT. Et là, on va aller sur CoinMarketCap. Donc, on voit que Tether, il est en 3e position et c'est le plus gros stablecoin de tout l'écosystème crypto. Donc là, on va plonger dans le détail de Tether et voir finalement est-ce qu'il est 100% sécurisé, 100% garanti avec des dollars ou pas du tout. Et là, en fait, c'est le breakdown de tout ce qui compose Tether, donc tout ce qui va garantir Tether. Et les 2 lignes qu'il faut regarder, car c'est les lignes qui ont le plus de poids sur ce qui garantit l'USDT, c'est les Commercial Paper and Certificates of Deposit et les US Treasury Bills. Donc les Commercial Paper, c'est des papiers commerciaux. En fait, c'est tout simplement de la dette qui est émise par des entreprises. Donc ça veut dire que Tether n'a pas besoin d'aller toquer dans une banque pour demander de l'argent. C'est des entreprises qui vont fournir de l'argent à Tether. Donc sur les 82 milliards de dollars qui composent Tether, il y a quand même 20 milliards qui sont ces fameux papiers commerciaux. Tether le sait et essaye de réduire ce pourcentage pour qu'il y en ait le moins possible. Donc ces papiers commerciaux, ça représente 17% des actifs qui garantissent Tether. Donc c'est quand même énorme. Mais ce chiffre diminue de plus en plus car tous les investisseurs sont assez frileux d'avoir des papiers commerciaux qui garantissent leur stablecoin et Tether le sait très bien. Mais ce qui représente la majorité des actifs qui garantissent Tether, c'est les US Treasury Bills. Donc en fait, c'est des bons du trésor américain. Et c'est de la dette américaine et c'est vu par les investisseurs comme un actif très très sûr. Le seul moyen qu'il ne soit pas repayé, en fait, c'est que le gouvernement américain fasse faillite. Donc on peut avoir des doutes quand même, mais il faut savoir que le gouvernement américain, c'est le gouvernement le plus sûr au monde, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Il faut quand même savoir que Tether a reçu une amende de 41 millions de dollars il y a peu, car ils avaient menti sur leurs réserves. Ils ne voulaient tout simplement pas montrer ce que je viens de montrer là aujourd'hui au grand public parce qu'ils avaient peur de la réaction. Donc voilà, ils ont reçu une grosse amende pour avoir caché leur bilan comptable. Donc là, je suis dans CoinMarketCap et on va voir au moment où Luna s'est effondré, la réaction des investisseurs par rapport à l'USDT. Donc on va faire 1 year. Si on regarde depuis le début de l'année, l'USDT avait maintenu son peg au dollar de manière assez irréprochable. Et le moment où le crash de Luna a eu lieu, donc c'était le 12 mai 2022, on voit que un USDT est descendu à 98 centimes. Donc c'est pas énorme comme baisse, mais depuis, l'USDT n'a pas réussi à remonter au niveau des 1 $. Il est toujours légèrement en dessous. Bon, c'est une fraction de centime, mais quand même, c'est à noter. Et en termes de capitalisation, donc on va voir All. Donc on peut voir que la capitalisation n'a fait que de monter. Il y avait de plus en plus d'investisseurs qui voulaient avoir des USDT en stablecoin. Et au moment où il y a eu le crash de Luna, on est passé de 83 milliards en capitalisation à 73. Donc si on en croit les chiffres, la chute de Luna a fait perdre confiance aux investisseurs dans l'USDT. Le deuxième stablecoin qui est également garanti par du cash, par du vrai argent, c'est l'USDC. L'USDC est issu d'un partenariat entre Coinbase et Circle. Donc Circle, c'est une entreprise qui est soutenue par la Goldman Sachs, donc une grande banque américaine. L'USDC est audité chaque mois par un cabinet d'audit qui s'appelle Grant Thornton, qui est un cabinet américain. Et contrairement à l'USDT, les garanties pour l'USDC, c'est uniquement du cash et des bons du trésor américain. Donc c'est quand même beaucoup plus sûr, il n'y a pas de papiers commerciaux. Et là, je suis sur le blog de Circle, donc l'entreprise qui a créé l'USDC. On peut voir les réserves de l'USDC, ce qui permet de protéger la valeur et de maintenir le peg à 1 $. Donc il y a 23% en cash, donc ça c'est quand même vachement mieux que l'USDT, parce que pour l'USDT c'était vraiment que quelques pourcents en cash. Il y a 39 milliards en bons du trésor américain, pour l'USDT je crois que c'était à peu près la moitié, et là on est quand même à 77%. Donc en termes de réserves qui protègent la valeur de l'USDC, on est bien mieux que USDT. Et là sur CoinMarketCap, pour voir un peu comment les investisseurs ont réagi pendant le crash de Luna par rapport à l'USDC, au moment où Terra a crashé, le prix a légèrement augmenté. Ça veut dire qu'il y avait un petit peu trop d'investisseurs qui voulaient acheter des USDC et pas assez de liquidité. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et quand on regarde dans le market cap, on voit que le market cap descendait globalement au profit, je pense, de l'USDT ou d'autres stablecoins. Mais à partir du 10 mai, à partir du crash, hop, on voit que les investisseurs ont davantage confiance dans
l'USDC que d'autres stablecoins. Donc ça, c'est un point très positif pour l'USDC. Le troisième stablecoin qui est garanti par de la monnaie fiduciaire, par des dollars, c'est le BUSD, donc le Binance USD. Le BUSD, il est né d'un partenariat avec Binance et Paxos. Et c'est un stablecoin qui a été approuvé par le département des finances de l'État de New York. Comme l'USDC, le BUSD est audité tous les mois par un cabinet comptable qui s'appelle, donc non pas Grant Thornton, mais Withum. Donc là, on n'a pas autant de détails que pour l'USDC, mais je pense que c'est à peu près pareil. Il y a une petite partie en cash et la majorité en bons du trésor américain. Et pareil, on va voir comment le BUSD a réagi au crash de Luna. Donc en fait, il a fait un peu comme l'USDC. Il y avait davantage d'investisseurs qui voulaient acheter du BUSD que de liquidité, donc ça a fait légèrement augmenter son prix, puis après, il est revenu à la normale. Et ouais, globalement, il est quand même assez stable. Il y a juste un moment où il est monté à 1,05 $. Donc voilà, rien de très alarmant. Et son market cap, donc pareil que l'USDC, au moment du crash de Luna, hop, il est remonté. Ça veut dire que les investisseurs avaient globalement confiance dans ce stablecoin. Ces trois stablecoins, ce sont les stablecoins les plus utilisés en finance décentralisée et de manière générale dans l'écosystème des crypto-monnaies. Mais leur risque, c'est qu'ils sont très centralisés. Ça veut dire que le jour où un gouvernement veut arrêter de financer ces stablecoins, c'est-à-dire de donner par exemple des bons du trésor pour protéger ces stablecoins, c'est tout à fait possible que le stablecoin disparaisse totalement. Et comme c'est centralisé, l'entité Tether peut également geler des fonds et geler des portefeuilles crypto. Et on va le voir tout de suite sur Dune. Là, on voit qu'il y a 636 adresses Ethereum qui sont bannies. Et donc, ces adresses, en fait, il y avait des USDT dessus et les gens peuvent tout simplement pas les utiliser. Donc, a priori, c'était des adresses peut-être qui ont fait de la fraude ou qui ont fait des activités illicites. Mais voilà, c'est tout à fait possible aussi qu'ils se soient trompés et qu'il y ait quelqu'un qui ait des USDT sur son adresse. Et le fait que ce soit centralisé et qu'on puisse comme ça bloquer des adresses, bannir des adresses, voilà, ça peut poser un risque. Et vu que c'est centralisé, au lieu de faire confiance à la blockchain ou au smart contract ou au block explorer, là il faut faire confiance aux entreprises et aux auditeurs financiers que l'argent est réellement là. Et voilà, donc on a quand même besoin d'un tiers de confiance pour être sûr que l'argent est là. Si jusqu'à présent tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à écrire un commentaire, ça aidera cette vidéo à atteindre plus de personnes. Maintenant, le deuxième type de stablecoin, les stablecoins collatéralisés avec des cryptos, donc garantis par des cryptos. Avec ces stablecoins, il faut bloquer des cryptos, donc par exemple des Ethers, donc le coin d'Ethereum, pour pouvoir minter, donc pour pouvoir créer des stablecoins. Et tout marche via des smart contracts, donc il n'y a pas besoin d'avoir un tiers de confiance ou un auditeur. Ce type de stablecoin est surcollatéralisé, ça veut dire qu'il faut davantage de cryptos, par exemple 1,5 Ether pour minter l'équivalent de 1 Ether de DAI, donc qui est un stablecoin surcollatéralisé. Ce type de stablecoin est surcollatéralisé car le collatéral, par exemple des Ethers, le coin d'Ethereum, peut perdre de la valeur à cause de sa volatilité et mettre en danger le stablecoin. Donc il y a toujours beaucoup plus de cryptos qui garantissent le prix d'un stablecoin surcollatéralisé. DAI, c'est le stablecoin collatéralisé par des cryptos qui est le plus connu et le plus utilisé. Et DAI, il a été créé par MakerDAO. Et MakerDAO, en fait, c'est un protocole qui permet de gouverner DAI uniquement avec des smart contracts. Donc si tu possèdes un token MKR, qui est le token de MakerDAO, tu peux voter pour des améliorations du protocole et pour tous les changements qui impactent DAI. Et là, on peut voir le collatéral de DAI. Donc la majorité du collatéral, presque 40%, c'est de l'USDC. Et ensuite, on a de l'Ether et du Bitcoin. Donc la critique qu'on pourrait faire à DAI, c'est que oui, il a du collatéral crypto, mais 40% c'est des USDC qui sont en fait collatéralisés par de la monnaie fiduciaire, donc des dollars ou des bons du trésor américain. Donc DAI est quand même un petit peu centralisé, beaucoup moins que Tether ou USDC, mais quand même un petit peu. Et maintenant, on va voir la volatilité de DAI au moment du crash de Luna. Donc il a légèrement perdu son PEG. Il est descendu à 99 centimes, ouais, donc voilà, il n'a pas eu une très grosse volatilité, mais quand même, il a un petit peu perdu son PEG. Et en termes de capitalisation, ouais, là clairement, on voit que les investisseurs, avec le crash de Luna, ont eu beaucoup moins confiance en DAI. Un deuxième exemple de stablecoin backé par des cryptos, c'est Meme pour Magic Internet Money. Mais je ne vais pas entrer dans le détail pour celui-là.
Il y a plusieurs risques liés aux stablecoins collatéralisés avec des cryptos. Le premier, c'est qu'il faut bloquer beaucoup plus de crypto-monnaies pour pouvoir collatéraliser, pour pouvoir maintenir le peg d'un stablecoin backé par des cryptos. Il y a un risque lié au contrat intelligent. Si un développeur a mal codé un smart contract et qu'il y a une faille, voilà, c'est aussi possible de perdre beaucoup d'argent. Le troisième type de stablecoin, ce sont les stablecoins algorithmiques, comme le fameux UST de Luna. Ces stablecoins, soit ils sont sous-collatéralisés, soit ils ne sont pas collatéralisés du tout. Leur principal moyen de maintenir le prix à 1$, c'est l'arbitrage. C'est une vraie expérience en termes de comportement humain et de la théorie des jeux. Et pour comprendre comment marche l'arbitrage, on va voir l'exemple de l'UST. Donc l'arbitrage, en fait, tout simplement, c'est qu'on peut échanger 1$ de Luna contre un UST. Peu importe le prix de l'UST. Donc si un UST, bon, on va dire un monde hypothétique, vaut 2$, ben on peut échanger 1$ de Luna contre 2$. Donc on se ferait 1$ de profit. Dans la réalité, ça n'arrive jamais, c'est toujours des petites fractions de centimes, mais on voit un petit peu comment ça marche. Et le principe d'arbitrage marche uniquement, dans le cas d'UST, tant que Luna a une valeur non nulle, donc supérieure à 0. Et donc là, la volatilité de l'UST, on la connaît bien. Aujourd'hui, l'UST, ça vaut à peu près 5 centimes, alors que ça avait maintenu son peg de manière très très précise à 1$ pendant presque 2 ans. Si tu veux tout comprendre du crash de Luna et de l'UST, tu peux regarder ma vidéo juste ici que j'ai fait la semaine dernière. Un autre stablecoin algorithmique à connaître, c'est Neutrino. Neutrino, c'est le stablecoin de la blockchain Waves. Et donc lui, il va être un peu algorithmique, mais aussi backé, aussi garanti par les tokens Waves. Et donc si on regarde le prix du Neutrino USD, on voit que même avant le crash de Luna, il était descendu à 76 centimes, donc ça présage rien de bon pour ce stablecoin. Et au moment du crash de Luna, pareil, il était redescendu à 76 centimes. Et aujourd'hui, il est toujours pas à 1$, il est à 97 centimes. Et en termes de market cap, on voit que en fait, lui aussi, il a eu un crash au mois d'avril. Donc là, les investisseurs ont vendu leur Neutrino USD pour acheter d'autres types de stablecoins. Et au moment du crash de Luna, c'est pareil, les investisseurs ont pas mal vendu et le market cap baisse dans la durée. Et le dernier exemple de stablecoin algorithmique, c'est Frax. Frax est un stablecoin semi-algorithmique. Ça veut dire qu'il essaie de mixer les meilleures parties des deux mondes. Il y a une part en fait qui est garantie par des cryptos, donc à peu près 90% pour Frax, et il y a 10% qui est algorithmique. Donc voilà, c'est semi-algorithmique, mais avec quand même une grosse partie garantie par des cryptos. Donc tout comme Luna, il y a des arbitrageurs qui aident à maintenir le prix de Frax à 1$. Mais contrairement à Luna, donc là on peut voir ici, il y a 89, donc aujourd'hui il y a 89,25% des Frax qui sont garantis par un collatéral. Et là, on a le détail du collatéral. Quasiment la majorité, c'est des curves AMOs. Et au moment du crash de Luna, finalement, il n'y a pas eu énormément de volatilité. Voilà, ça n'a pas changé grand-chose au moment du crash de Luna. Et en termes de market cap, par contre, là, ça a quand même vachement baissé. Et bien sûr, quand on sait que c'est un stablecoin algorithmique et que l'UST... Donc le stablecoin de Luna était aussi un stablecoin algorithmique. Voilà, on a juste envie de plus entendre parler des stablecoins algorithmiques. Maintenant, je vais te présenter mon top 4 des stablecoins. Ce sont les stablecoins qui, pour moi, sont les plus robustes et les plus sécurisés. Juste avant de dévoiler le top 4, c'est quand même des crypto-monnaies, il y a toujours un risque. Donc pour moi, les deux meilleurs stablecoins ex-aequo à la première place, c'est USDC et BUSD. Car contrairement à l'USDT, les réserves sont bien plus transparentes et ça donne beaucoup plus confiance dans ces stablecoins. Ils sont également très très liquides et présents sur tous les échanges centralisés et les DEX. Et après, les deux stablecoins qui sont aussi très très bien, mais un petit peu moins bien que les deux premiers, c'est pour moi DAI et USDT, ex-aequo à la deuxième position. Personnellement, j'aime bien DAI parce qu'il est totalement décentralisé et on n'est que dans le monde des cryptos, il n'y a pas de monnaie fiduciaire peu en tout cas qui rentre en compte. Et on a vu que le prix du token MKR, donc qui est le token de gouvernance de MakerDAO, qui est le protocole qui crée DAI, a vachement augmenté après la chute de Terra. Et pour l'USDT, il est en deuxième position car le fait qu'il y a eu un petit peu de mensonge ou vraiment une opacité par rapport aux réserves qui permettaient de maintenir son peg, ça donne pas trop confiance dans ce stablecoin.
En conclusion, c'est très important de diversifier son portefeuille de stablecoin. Tu pourrais avoir par exemple 30% en USDC, 30% en BUSD, 20% en DAI et 20% en USDT. Et comme ça, même s'il y a un problème sur un des stablecoins, tu n'es pas exposé totalement juste à un stablecoin et tu es diversifié. C'est mieux de posséder uniquement des stablecoins qui ont plus d'1 milliard de capitalisation pour qu'ils soient le plus liquides possible. On l'a vu, il y a un très gros risque dans les stablecoins algorithmiques et il faut aussi retenir que les plus gros stablecoins, donc BUSD, USDT et USDC, sont centralisés. Et pour ceux qui aiment avoir un très gros yield sur leur stablecoin d'environ 20%, c'est à déconseiller car souvent quand il y a un yield trop gros qui dépasse les 10-12%, c'est pas possible de le maintenir dans le temps et souvent ça crée pas mal de problèmes. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux soutenir la chaîne CoinStation, tu peux le faire en achetant un hardware wallet Ledger via mon lien d'affiliation, je toucherai une petite commission et donc ça te permettra de sécuriser tes investissements crypto. Tu peux également le faire si ça t'intéresse en cliquant sur mon lien d'affiliation NordVPN, ce qui te permettra de protéger tes données de connexion et de protéger aussi tes cryptos si tu as par exemple un wallet, un browser wallet sur Google Chrome. Les liens sont en description et en commentaire. En tout cas, un grand merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo qui n'était pas facile car les stablecoins c'est assez complexe. Donc voilà, merci et à très bientôt.